Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Les chefs d'État et de gouvernement se sont également mis d'accord pour désigner l'Arménie comme pays hôte du prochain sommet en 2018. La Tunisie, qui était sur le rang, obtient, elle, le sommet pour 2020. Une décision qui coupe court au projet de candidature du Niger, qui attendait accueillir l'événement à l'occasion des 50 ans de la déclaration de Niamey qui a créé l'organisme devenu depuis l'OIF. 13 résolutions ont été adoptées, portant notamment sur la création d'une organisation pour la promotion de l'égalité hommes-femmes, ainsi que des résolutions sur la prévention de la radicalisation et sur la promotion de la diversité linguistique. Au cours de ce 16e sommet de la francophonie, les Canadiens ont également occupé le devant de la scène et largement volé la vedette, notamment grâce à leur premier ministre Justin Trudeau. La ministre canadienne de la francophonie avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines que son pays profiterait de ce sommet pour un réengagement en francophonie internationale. Le charismatique Justin Trudeau a prononcé un discours remarqué, hommage personnel à Fidel Castro, puis prise de position sans concession sur les droits des minorités sexuelles devant un parterre de chefs d'État pas toujours réceptifs. 13 résolutions ont été adoptées par les chefs d'État lors de ce sommet. Elles vont des crises dans l'espace francophone au mariage précoce, en passant par l'égalité homme-femme et l'énergie propre. Là encore, les Canadiens étaient présents avec 2 des 13 résolutions. Le Canada a soumis celle concernant les mariages forcés et mariages précoces, et le Québec celle sur la prévention de la radicalisation. La prochaine rencontre aura lieu en Arménie en 2018. La Tunisie, elle obtient l'organisation du sommet en 2020. L'ancien Premier ministre burkinabé en exil en Côte d'Ivoire, Luc Adol Tiao, incarcéré depuis septembre dernier dans le cadre des enquêtes du dossier de l'insurrection populaire au cours de laquelle une trentaine de personnes ont été tuées, a bénéficié vendredi d'une liberté provisoire pour des raisons de santé, a-t-on appris de sources judiciaires. M. Tiao et tous les anciens membres de son gouvernement sont poursuivis pour des faits de coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures, assassinat et complicité d'assassinat. En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a annoncé qu'il y aura 1153 candidats, dont 12% seulement de femmes, aux législatives du 18 décembre 2016. Ces élections doivent acter le retour de l'opposition dans l'hémicycle, mais elles créent surtout de fortes tensions au sein de la majorité. Ils sont bien plus nombreux qu'en 2011. 1153 exactement ont tenté de décrocher un siège dans la nouvelle assemblée. Un nombre record qui s'explique notamment par le retour d'une partie de l'opposition dans la course. Si les dissidents menés par Abdraman Sangaré ont décidé de poursuivre leur boycott, le Front populaire ivoirien FPI de Pascal Affi-N'Guessan présente 148 candidats. Son patron lui-même aide la course dans sa région de Bongouanou. Du côté de la majorité également, des ténors sont en liste, à commencer par le Premier ministre et des membres de son gouvernement. Guillaume Soro, lui, souhaiterait conserver son poste de président de l'Assemblée. « 15 jours après sa suspension, le procès Simone Gbagbo a repris ce lundi et les avocats de l'ancienne première dame poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité étaient bien présents. Alors que ceux-ci avaient décidé de boycotter les audiences, une médiation a permis leur retour, mais il reste très énigmatique. Quant aux raisons de la fin de leur boycott, les avocats restent flous. Selon Rodrigue Dadier, principal avocat de l'accusé, c'est une médiation entre le bâtonnier et le procureur qui a permis de débloquer la situation. Depuis plusieurs semaines, la défense demande d'entendre notamment Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion et actuel président de l'Assemblée nationale et l'un des acteurs clés de la crise. Au Gabon, après une première grève de 2 jours en juin dernier, les magistrats ont décidé vendredi 25 novembre, au terme d'une assemblée générale de leur syndicat, d'entrer en grève dès ce lundi. Il s'agira d'une grève d'avertissement de 15 jours renouvelable en fonction de la flexibilité du gouvernement. Pourquoi vont-ils en grève alors que le gouvernement a accepté de négocier? Les magistrats estiment que le pouvoir judiciaire qu'ils incarnent est bafoué par l'exécutif.
Comment comprendre que les jeunes magistrats sont obligés de se faire confectionner des toges alors que la loi prévoit que celles-ci doivent être fournies gratuitement, s'interroge le président du syndicat. Autre exemple de maltraitance, les magistrats des tribunaux administratifs de Port-Gentil et Franceville n'ont pas de locaux depuis 3 ans. Les magistrats dénoncent aussi des affectations arbitraires et anarchiques. Pour mettre un terme à ces pratiques qui fragilisent l'indépendance de la justice, ils demandent que les réunions du Conseil supérieur de la magistrature ne soient plus présidées par le chef de l'État, mais par les magistrats eux-mêmes. Le sport n'est l'apanage de personne. C'est le sujet abordé en substance lors d'une conférence débat organisée par le réseau des reporters culturels et sportifs du Mali, dirigé par notre confrère Bouakar Diakité Dissar, dont le thème était « Les femmes et les sports, quel avenir ?» Ce thème révèle sans nul doute la promotion du genre dans les milieux sportifs. La conférencière, ancienne pratiquante et leader sportif, a dressé l'état des lieux des participations des femmes dans les activités sportives, leur promotion et leur évolution à travers les siècles. Une mention spéciale a été faite sur le cas du Mali. Au cours de la conférence, on a vu toutes les grandes satisfactions du sport au Mali, c'est venu des femmes. Ça veut dire que si on encourage la pratique des femmes au Mali, il y aura beaucoup de... Il suffit de l'inciter pour qu'elle ait confiance en elle-même et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. C'est pour cela qu'on en a parlé ce matin et encourager la pratique du sport chez la jeune fille et de la femme. Vous avez vu, les jeunes filles du basketball, dans les autres sports aussi, c'est toujours les femmes. Donc c'était l'occasion d'en parler et d'encourager. Après une aperçu général du problème, la conférencière, néanmoins première vice-présidente du comité olympique sportif du Mali, dégage des pistes de réflexion. La proposition, on a vu, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans ce milieu. On a proposé qu'il y ait des postes, en tout cas pour des postes de responsabilité, créés dans nos structures uniquement pour les femmes, pour qu'elles puissent venir. Et aussi, créer des infrastructures de proximité pour la pratique de la jeune fille. Et puis aussi encourager un peu la répression, parce qu'on en a parlé aussi, il ne faut pas que l'arbre casse la forêt, de harcèlement, qu'on en parle aussi. Donc il y a beaucoup de mesures qu'on a proposées pour inciter la pratique. Pour le premier responsable du réseau des reporters culturels et sportifs du Mali, le thème a été choisi après un constat et que les recommandations issues de cette conférence ne resteront pas dans les placards. La conférencière, ancienne sportive, ainsi que les invités ont eu une contribution en long et en large. Et je crois que tout le monde s'est tiré profit de cette conférence débat. Et c'était tout l'objectif recherché par les réseaux. Et je dirais également que les recommandations ne seront pas dans les placards comme on a l'habitude de voir dans ces pays. Nous allons les mettre bientôt en application. Et avec vous, on fera les constats. Et voilà tout le sens de cette conférence débat dont nous avons organisé ce matin dans le cadre des activités du réseau. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de Fatoumata Siré Diakité, militante des premières heures d'un mouvement olympique malien, arrachée à l'affection de tous le 18 octobre dernier à l'hôpital Avicenne-Bobigny dans le banlieue parisienne. Après leur victoire de 3-1 face aux Kenyans, lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine, les Aiglons du Mali avaient l'obligation d'arracher une victoire lors de la troisième et dernière journée des phases de poule afin de se qualifier pour les demi-finales de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine Cameroun 2016. Cependant, les Aiglons n'ont pas pu relever ce défi. Manquant de réalisme, les joueuses maliennes ont été punies par Lida Echoun à la 45e minute. Samira Suleiman à la 67e minute et Elisabeth Ado à la 79e minute sur pénalty.
À 3 minutes de la fin, Bita Diarra sauve l'honneur pour les Aiglones à la 87e minute. 3-1, c'est le score final entre les Black Queens du Ghana et les Aiglones du Mali. Avec 3 points, le Mali se classe 3e et ne peut pas prétendre à la qualification au dernier carré quand on sait que le Nigeria a fini premier avec 7 points plus 10 devant les Ghana 7 points plus 4. Le Kenya, vaincu à 3 reprises en autant de sorties, termine dernier. À rappeler que dans l'autre rencontre de la poule, le Nigeria a largement battu le Kenya sur un score de 4-0. En demi-finale, le leader de la poule B, qui n'est autre que le Nigeria, sera opposé à l'Afrique du Sud, tandis que le Ghana en découdra avec le pays hôte, le Cameroun. En 6 participations, le Mali ne parvient toujours pas à se qualifier pour les demi-finales. L'équipe devra encore attendre sa première qualification historique dans cette compétition africaine réservée aux dames. Voilà, c'est donc tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérifla Télévision. À très bientôt.